Parler donc du Tchad tout à l'heure. C'est pas si mon ami Telly est en ligne. Bonsoir, cher ami Telly. Comment allez-vous? Bonsoir Jacques et bonsoir à tout le monde. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons notre invité, des invités ce soir. Nous parlerons un peu donc de la politique, certainement en Guinée, mais surtout d'un Tchadien, du blogueur tchadien qui a trouvé donc refuge donc en Guinée. C'est bien ça? Oui, c'est ça, Makaila Ngebla, c'est ça. Vous pouvez certainement nous introduire un peu l'émission. Alors, nos invités, les invités donc de Telly, si vous êtes en ligne, appuyez donc sur la touche 5 et puis étoile, afin que nous puissions donc vous repérer rapidement. Allez-y, monsieur Telly, présentez-nous un peu la situation, de quoi il s'agit. Voilà, merci beaucoup Jacques. Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Makaila Ngebla, c'est un blogueur tchadien qui vivait au Sénégal depuis 2005 et il est défenseur des droits de l'homme. Il est non seulement blogueur, mais aussi activiste et défenseur des droits de l'homme. Il va être là. Il a été, comme vous le savez, c'est sujet d'actualité. Il a été expulsé en Guinée le 7 mai. Alors, il y a eu beaucoup de raisons politiques derrière cette expulsion vers la Guinée. Premièrement, de toute façon, je vais faire l'illustration du sujet et peut-être que nos invités, Mohamed du Tchad et aussi Hamdallah pourront mieux expliquer. Alors, pour faire un peu l'illustration du sujet, pour que les auditeurs de Jacques Roger comprennent mieux, comme ils le savent, il y a eu tentative de déstabilisation au Tchad. Alors pour le ministre de la Communication, Monsieur Bakary Silla, il a dit que c'était un groupuscule, Hassan Silla Bakary, il a dit que c'était un groupuscule de personnes qui ont en tout cas voulu faire un coup d'État ou en tout cas tentative de déstabilisation. Alors voilà ce qui rend un peu les choses très intéressantes. Alors comme vous le savez, Hissène vit au Sénégal depuis plus de 10 ans. Alors dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Tchad pour une coopération de justice dans le cadre du procès d'Hissène les deux pays ont signé une coopération de justice. Alors, dès après la signature de la coopération de justice, 2 ou 3 jours après, Makaila a été appréhendé par la direction, par la DST du Sénégal, a été expulsé le mardi en Guinée. Alors, je vais vous faire rapidement la chronologie des choses. Peut-être que nos invités pourront mieux vous expliquer. Alors, dans cette chronologie, comme vous savez, le Tchad a intervenu au Mali. Et comme le Tchad est intervenu au Mali, alors, comme vous savez tous, que le régime d'Idriss Déby, c'est un régime autocratique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, comme d'après ce que le gouvernement tchadien a dit, que ça fait 4 mois qu'ils étaient en train d'enquêter sur des personnes qui veulent déstabiliser le pouvoir en place. Alors c'est dans ce cadre, beaucoup de personnes comme Makaila ou aussi d'autres politiciens sont en exil. La preuve, l'un des invités aujourd'hui est là. Son père est arrêté par les services secrets tchadiens, qui est un house arrest. Il sera là pour nous expliquer cela. Alors, pour mieux illustrer le sujet concernant la situation sociopolitique au Tchad, c'est aux yeux de la communauté internationale. Alors c'est comme ça, en fait. Comment il s'appelle? Idriss Déby a profité de cela pour se débarrasser pour se débarrasser de ses opposants. Alors pour le moment, il y a eu 2 généraux qui ont été tués, il y a eu beaucoup d'arrestations de députés, il y a Eric Topona qui est arrêté aussi, et beaucoup d'autres militaires qui sont arrêtés aussi. Voilà un peu pour faire l'illustration du sujet. C'est dans ce cadre, Makaila, qui est défenseur, blogueur, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté et aussi expulsé. Alors tout ça, ce sont des chronologies qui se rattachent et bien sûr aussi lorsque Makaila sera là, il pourra mieux expliquer tout ça. Je ne sais pas si nos invités Hamdallah et puis Mohamed, si vous êtes là, vous pourrez aussi faire l'illustration du sujet. Je profite pour vous dire bonsoir. Alors bonsoir.
Ah voilà, Abdallah est là. Voilà, juste avant, c'était bon donc d'avoir donc votre invité. Hein. Alors, présentez rapidement donc le Tchad. Le Tchad est un pays donc Afrique de l'Afrique centrale hein, qui n'a pas du tout accès donc à la mer. Nous le savons, est situé donc au sud donc il y a la Libye, à l'est il y a le Niger et le Nigeria, au nord donc le Cameroun et la République de Centrafrique hein, et à l'ouest nous avons donc le Soudan. Donc la capitale donc du Tchad est donc N'Djamena. C'est un vaste pays hein, qui a à peu près la population, la superficie est donc 1 284 000 km², qui est donc le 5e pays le plus vaste d'Afrique. Alors, je crois que votre invité en ligne, Telly Alizi, elle est des invités, je l'ai dit. Alors, Mohamed? Allô, oui. Telly, vous m'écoutez? Oui, oui, on t'entend. Bonsoir. Et bonsoir. Il y a aussi Makaila qui est en ligne. Bonsoir, Makaila. Allô, Makaila? Makaila, tu es là? Non, mais il va falloir d'abord qu'il nous appelle depuis Conakry, hein, ou bien il nous appelle depuis comment la communication s'est faite? Bon, il est en conférence. Je l'ai appelé, je l'ai mis en conférence. Donc, je vais encore rappeler pour le mettre en conférence. Il veut bien participer. Il est sur votre ligne. Il doit être sur votre ligne, c'est ça? Ouais, il est sur ma ligne. Je sais pas vous, mais je l'entends pas. Peut-être que. Voilà, donc essayez encore de rentrer en contact avec lui en attendant donc de bien introduire un peu donc le sujet. Alors, disons, par rapport un peu à tout ce qui se passe, la France s'est dit un peu préoccupée hein, par les récentes arrestations donc au Tchad. La France s'est dit donc le lundi, hein, c'était donc le 13 mai, préoccupée hein, par donc les récentes arrestations au Tchad. Une dizaine de personnalités des civils et des militaires ont été donc arrêtés dans le cadre donc du complot, selon eux présumé, hein, dénoncé donc par les autorités, mais aussi donc par les journalistes. Vous savez hein, que ces pays africains, ces petits dictateurs, une fois qu'ils sont en mal de publicité, hein, ils créent eux-mêmes des coups d'État ou bien voilà des tentatives de coups d'État de façon donc à arrêter donc les opposants. Les personnes mises en cause doivent pouvoir, dit encore le communiqué du Quai d'Orsay, se défendre et bénéficier donc de la présomption donc d'innocence. Vous pensez à la présomption d'innocence en Afrique? Je n'y crois pas. Alors, donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu l'expulsion donc, du blogueur tchadien, Makaila Ngebla, donc le gouverneur sénégalais s'explique. Alors, nous allons écouter un peu donc la réaction donc, du gouverneur sénégalais, du gouverneur du porte-parole du gouvernement sénégalais par rapport donc à l'expulsion donc de Makaila. Il s'agit donc de M. Abdoul Latif Coulibaly. On démontrait qu'il est arrivé avec un visa de 3 mois. Il a été épuisé son visa, n'ayant pas pu avoir un renouvellement de visa. Il a estimé une requête auprès de l'ancien président pour obtenir un titre de voyage qui pourrait lui permettre de disposer d'un visa. Cela n'a pas été le cas. Et ensuite, il a introduit une demande d'obtention de l'asile politique auprès de la commission qui s'en occupe. Il a été dans un premier temps débouté. Et en 2008 également, il a fait appel. Il a été également débouté. Il était donc, par conséquent, irrégulièrement présent sur le territoire sénégalais, ce qui est en infraction et en contradiction avec les lois du pays. Sa présence était simplement tolérée, mais à certaines conditions, qu'il s'abstienne de faire un certain nombre de choses et de déclarations qui sont estimées, en tout cas par le gouvernement sénégalais, comme contraires à sa volonté de vivre chez nous dans des conditions qui les mettent à l'abri de toute forme d'expulsion et autres. Vous faites allusion à ces positions très critiques vis-à-vis du régime de M. Idriss Déby? Je ne parle pas de position très critique, mais je dis simplement... Alors, vous avez parfaitement compris. Hein, le porte-parole balbutie par rapport à cela. Hein. C'est pas Telly, si vous voulez commenter, le temps donc d'avoir notre invité. Oui, Makaila est en ligne. Makaila? Oui, bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Bien, bonsoir. Telly. Alors, Oui, bonsoir Makaila. Makaila, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Kelly, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, Makaila, bienvenue, hein, tu es dans le Jacques Roger Show, on est là, on parle de la situation politique au Tchad. Alors, Makaila, encore une fois, tu viens juste d'entendre Abdoul Latif Coulibaly. Est-ce que tu peux nous dire, nous expliquer dans quelle situation tu as été expulsé en Guinée? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier l'équipe rédactionnelle de votre radio. Je remercie également toutes les bonnes volontés, toute la mobilisation de l'aspect civil aussi bien au Sénégal, au plan international et en Guinée.
tout le monde qui s'est mobilisé, en fait, hein, y compris la presse étrangère et la presse locale au Sénégal et en Guinée, qui a attiré, en fait, l'attention de mon institution vers Conakry. Vous savez, moi, on m'a arrêté le mardi, le société sénégalaise m'a arrêté, ils m'ont interpellé le mardi. C'était un commissaire hein, de la division de surveillance territoriale. Une fois arrivé sur place, j'étais accompagné avec un responsable d'Amnesty International qui était venu dans le bureau et celui-là a été congédié par le commissaire en question. Il a demandé de ne pas être avec moi dans ce bureau lors de l'interrogatoire. C'est de là-bas où on me reprochait d'avoir incité la jeunesse tchadienne à un soulèvement populaire contre le régime d'Idriss Déby. On m'a fait montrer également des mails de correspondance avec Eric Tepona, qui est journaliste tchadien. Mais aussi, on me reprochait de mes sorties médiatiques à travers la radio Sud FM, dans lesquelles j'ai commenté les derniers événements de coup d'État ratés au Tchad. Et bon, j'ai beaucoup de respect pour le ministre sénégalais Abdelatif Coulibaly, mais je tenais à dire, à apporter les précisions suivantes. C'est que Coulibaly me connaissait parfaitement. M. Ahmed Bensouko, conseiller spécial du président Macky Sall, me connaît particulièrement. Aussi, le président de l'Assemblée, M. Moustapha Niasse, me connaissent tous particulièrement. Moi, je suis venu en provenance, effectivement, je suis venu en provenance de la Tunisie avec l'autorisation du Sénégal qui m'a accordé un visa humanitaire. Sur place, j'ai tenté en 2005 d'obtenir un statut de réfugié politique, on me l'a refusé. En 2008, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont introduit une demande d'asile auprès de la Commission nationale d'éligibilité du Sénégal. On me l'a refusé. En 2010, c'était pas moi qui ai demandé une demande de grâce à Abdoulaye Wade, c'était plutôt l'UNTIM qui a demandé à Abdoulaye Wade de me trouver une solution humanitaire en m'accordant soit une naturalisation ou bien un statut particulier par rapport à ma précarité que je vivais à Dakar. En 2012, M. Abdelatif Coulibaly a oublié de le dire, c'est qu'en 2012, c'était Reporters sans frontières qui a écrit une lettre directement à M. Macky Sall en lui demandant de trouver une solution à ma situation. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu soulever la quatrième démarche introduite par Reporters sans frontières et qui a demandé, et c'était sous Macky Sall, on lui a demandé de régulariser ma situation en me donner un statut de réfugié politique. Dès lors que le Tchad a confisqué mon passeport tchadien, délibérément, le Sénégal et le Tchad m'ont mis dans une situation d'apatride, dans une situation de précarité pour éventuellement me laisser expulsable. Et vous voyez un peu, malgré toutes les mobilisations des ONG, malgré toute la bonne volonté que j'ai voulu exprimer au Sénégal de régulariser ma situation, en obtenant un statut de réfugié politique qui est un droit acquis à tout citoyen, le Sénégal me l'a refusé. Le Tchad a confisqué mon passeport en refusant de me le donner. Donc moi, je pense que le propos ou bien l'argument de M. Latif Coulibaly, le porte-parole du gouvernement sénégalais, sont vraiment des propos quand même vides d'essence et creux. Et dès lors que c'est des propos vides d'essence et creux, cela montre à juste titre que vous avez très bien entendu Bintalia et la correspondante de RFI lui demander est-ce que c'est pas dû au fait que ma position critique, mes déclarations par rapport au régime d'Idriss Déby ne sont pas à l'origine de cette expulsion. Il a été hésitant, le ministre a été hésitant de répondre, donc cela a montré à la face du monde effectivement le deal qui a été signé entre N'Djamena et Dakar concernant cette tentative d'extradition vers le Tchad, effectivement concernant et qui a abouti par une expulsion vers la Guinée où je n'ai pas aucune attache familiale. Voilà un peu résumé ce qui m'est arrivé le mardi, ce que je pense de cette tentative d'extradition ou bien de cette expulsion vers Conakry. Makaila, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre ton extradition vers la Guinée et cette tentative de déstabilisation dont parle l'administration de Déby, ou en tout cas cette tentative de coup d'État? Est-ce que ou en tout cas aussi la coopération de justice entre le Sénégal et le Tchad sur le procès du Sénégal? Vous pensez qu'il y a un lien? Mais évidemment, il y a un lien parce qu'au Tchad, Déby a réussi à arrêter plusieurs responsables politiques, ceux qui sont ralliés à son régime et ceux qui appartiennent aussi bien à son régime. Et il a arrêté également plusieurs responsables de la société civile et plusieurs journalistes.
Et évidemment, quand le lien que quand j'étais dans le bureau de la police, on me fait comprendre, on m'a fait montrer des mails, des échanges de mails avec Éric Toupona. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, ça veut dire qu'ils ont réussi à infiltrer soit mon mail à moi, soit le mail d'Éric Toupona, soit Éric Toupona lors de son arrestation. On lui a fait comprendre d'ouvrir sa boîte email et il semblerait qu'ils ont trouvé des mails. Et Éric Toupona, des mails qu'on a échangés avec lui, ce ne sont pas des mails à caractère subversif, c'était des mails dans le cadre de la situation qui prévaut au Tchad. Ça n'a rien à voir avec un soulèvement populaire. Bon, maintenant, la coopération judiciaire est quand même vraie parce que vous savez que le ministre de la Justice, M. Jean-Bernard Padaré, était venu à Dakar le jeudi, vendredi, samedi, et c'est de là-bas où ils avaient signé un accord de coopération judiciaire avec le Sénégal dans le cadre du procès Abré. Et c'est dans ce cadre que le ministre était parti. Il a été reçu par le président Macky Sall seul, sans aucune autorité tchadienne. Là, il était parti et puis il a été reçu par le président de la République sénégalaise. Et puis c'est dans ce cadre qu'ils avaient soulevé mon cas. Ils ont fait effectivement une pierre deux coups, signé l'accord de coopération pour légitimer en fait une extradition vers le Tchad. Et ça montre effectivement que juste après, il est rentré le dimanche, le lundi on me convoque. Le mardi, le lundi on me convoque pour me faire comprendre que je dois me présenter. Le mardi je me présente, on m'arrête. Donc les liens sont là. Et quoi qu'on dise, je suis devenu un adversaire de taille du régime d'Idriss Déby. Dès lors qu'il a réussi à réduire au silence, à bâillonner la presse locale, à réduire au silence les organisations de la société civile, y compris l'opposition démocratique, il faut chercher maintenant à décapiter l'opposition au plan international, l'opposition qui s'oppose à travers la toile au plan international. Il semblerait que moi je fais partie de ces opposants en exil qui dénoncent effectivement le système en place. Voilà en quelque sorte ce que je peux penser par rapport à ces liens dont vous parlez, quoi. Ah, d'accord. Alors actuellement, comment tu te sens, Makaila, moralement, en Guinée, comment ça va en Guinée? Écoutez, moralement on est abattu, psychologiquement on est abattu quand vous échappez à une tentative d'extradition vers le Tchad où vous étiez menotté et puis il a fallu à 23 heures que je cherche et je venais à Conakry. Donc il y avait le mardi dernier, je n'imaginais même pas un instant que j'allais atterrir à Conakry. Conakry a été quand même le moins de mal et je ne sais pas par quel miracle je suis arrivé ici. Et aujourd'hui, vraiment, quelque part, il faut dire Alhamdulillah, il faut dire Dieu merci. Parce que il est vrai que je ne suis pas quand même aussi bien en sécurité à Conakry dès lors que le régime d'Idriss Déby a toujours de liens assez forts, dès lors que aussi son intervention au Mali a fait de lui quand même, lui a donné une crédibilité au plan sous-régional et international. Donc nous ne sommes plus à l'abri de sécurité. C'est pourquoi nous lançons un appel à la mobilisation et que la mobilisation soit maintenue pour que l'opinion internationale qui a découvert au grand jour cette tentative d'extradition vers le Tchad, qui a compris effectivement maintenant que je suis vraiment devenu l'adversaire du régime en place, continue cette mobilisation et puis essayer d'alerter les autorités de mon pays d'accueil pour que ma sécurité soit garantie. Au plus des cas, comme trouve un pays d'accueil qui pourra vraiment assurer ma sécurité physique et morale. Voilà. Voilà, merci Makaila. Alors on va toujours continuer, on va parler du Tchad. Alors actuellement, aux yeux de la communauté internationale, le Tchad a intervenu au Mali. Alors beaucoup de gens pensent que c'est à cause de cela que Idriss Déby a profité pour se débarrasser de ses opposants. Alors pensez-vous que c'est le cas? Si oui, pourquoi? Ou sinon, quelles sont les raisons? Jusqu'ici, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan? Il y a eu combien de morts, ou en tout cas les personnes qui sont arrêtées depuis qu'ils parlent de cette tentative de déstabilisation ou de coup d'État? Mais écoutez, après les tentatives, depuis le 1er mai, il y a eu plusieurs arrestations. Il y a on peut en compter une dizaine de personnes, dont des députés, des anciens ministres, effectivement, des responsables de l'opposition, des journalistes, des gens de la société civile. Et vous savez, il y a des arrestations illégales des personnes anonymes
qui ne sont pas portés à la connaissance de l'opinion ni des médias. Et c'est ce que nous déplorons quand les médias ne s'intéressent pas parce que les réalités au Tchad sont telles que les arrestations se font de façon illégale et que des personnes anonymes peuvent être aussi interpellées, y compris des personnes qui ont été tuées le jour des accrochages entre l'armée tchadienne et des prétendus putschistes que les gens ont inventés. Donc on ne sait pas combien de personnes ont été mortes ce jour-là. Et généralement au Tchad, quand l'armée ou bien l'armée Déby tue des gens, personne n'est au courant, y compris en fait les membres de la famille des personnes disparues. Malheureusement, c'est une triste réalité et que cette triste réalité n'attire pas, j'ai l'impression, l'attention de la communauté internationale. Nous nous sommes dit pourquoi la communauté internationale a une approche très sélective par rapport à la démocratie. Si on veut de la démocratie quelque part dans un certain pays, il faut que cette démocratie soit aussi valable pour le peuple tchadien. Or, on a l'impression que tout ce qui se passe au Tchad passe dans l'indifférence totale, passe dans un silence total de la communauté internationale et nous lançons à travers votre radio un appel pressant à la communauté internationale et la communauté africaine de s'intéresser sur la question tchadienne pour que franchement qu'il y ait une alternance politique, parce que Déby, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est intervenu de lui-même au Mali. Vous savez, nous appartenons à l'Afrique de l'Ouest, nous appartenons à l'Afrique centrale, alors que le problème se trouvait en Afrique de l'Ouest. Or, la lutte contre le terrorisme en Afrique, au plan international a permis au président tchadien d'anticiper par rapport aux autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, vu qu'il a utilisé les moyens de ressources pétrolières du pays pour s'acheter des armes et pour planifier l'armée tchadienne, et que c'est cette armée tchadienne qui aujourd'hui est devenue répressive pour le peuple tchadien et elle empêche à ce qu'il y ait une démocratie réelle et qu'il a utilisé au plan international pour masquer effectivement toutes les répressions qui se font, toutes les humiliations qui se font au plan local. Et donc, sincèrement, il est temps qu'il y ait un droit de regard de l'opinion internationale sur le Tchad, parce qu'on ne peut pas laisser Déby vraiment éliminer physiquement des gens, arrêter des gens de façon arbitraire. J'ai apprécié le communiqué de presse de la France qui effectivement dit que elle attache en fait, elle accorde un intérêt par rapport à aux principes de droits de l'homme et des libertés au plan sur le Tchad. C'est une bonne chose, mais il faut que les gens soient fermes dans leur position. Il faut qu'ils appliquent une politique de fermeté par rapport à leur politique tchadienne, quoi. Sans cela, les Tchadiens ne vont jamais en fait connaître la démocratie, ne vont jamais connaître le respect des droits de l'homme. Voilà c'est ce que je pense par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Tchad. D'accord. Je rappelle à l'auditoire, pour ceux qui viennent juste de se connecter, vous écoutez Jacques Roger Show, c'est Makaila Gueblan en direct au Conakry. On parle de la situation politique au Tchad avec en toile de fond l'extradition de Makaila Gueblan en Guinée. Alors, Makaila, dans la conférence de presse d'Idriss Déby, il disait que il parlait des blogueurs, il a parlé de la presse. Alors, penses-tu qu'on faisait allusion à toi? Et je sais que tu en as parlé. Que te reproche-t-on? Et aussi, je sais qu'Idriss Déby a fait appel à toi. Tu as refusé parce que c'est un régime autoritaire. Alors, est-ce que tu peux nous dire les secrets derrière ce régime? Pourquoi ce régime t'en veut autant? Exactement, parce que vous l'avez bien su, vous l'avez bien dit. J'ai été félicité dans un premier temps par Idriss Déby, par l'intermédiaire d'un monsieur qui était l'ancien directeur général de la Banque d'État de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, il s'est exilé. Ce monsieur, à l'époque, il était en exil, il est rentré dans le cadre d'un accord politique signé à Tripoli. Une fois lors de l'audience, Idriss Déby lui a demandé personnellement pourquoi vous n'avez pas fait venir avec vous Makaila Gueblan qui continue à nous harceler. Et ce monsieur, une fois sorti de cette audience, il m'a appelé du Tchad pour me dire est-ce que tu es intéressé à rentrer parce que apparemment le PR, parce que c'est comme ça ils appellent Idriss Déby, le PR a demandé de toi et qu'il faut que tu décides aussi de prendre de nous suivre, quoi. Je lui ai dit bon, moi je souhaite que ça soit quand même mon retour se fasse dans un cadre d'un dialogue politique inclusif, quoi, qui est réclamé par toute l'opposition tchadienne. Et puis je suis resté dans cette position. À la deuxième fois, c'était personnellement la femme du président Déby, Zinda Assil elle-même, que je connaissais très bien à Tunis. Il m'a appelé pour me faire comprendre, pour me faire ces mêmes propositions,
en me disant que tel qu'on s'est connu en Tunisie et que cette amitié reste toujours la même, est-ce que je ne serais pas intéressé à rentrer au Tchad pour renoncer à mon combat d'idées via Internet, via le site, via mon blog, tout. Je lui ai dit clairement que si tu veux vraiment aider le peuple tchadien, c'est de dire à ton mari d'accepter le dialogue politique souhaité ou bien réclamé par l'opposition et par tous les segments de l'opposition, par tous les segments de la société civile tchadienne. Wow. Si franchement tu veux, voilà. Et apparemment, elle n'a pas pu se mettre ses mêmes préoccupations au président Déby. Et depuis lors, la rupture est engagée parce que j'ai également commenté la mort du fils de Déby à travers la presse internationale quand il était mort en France. Depuis lors, la rupture est consommée entre moi et N'Djamena et que j'ai continué à harceler Déby à travers la toile. Et effectivement, quand il y a une voix discordante à l'étranger, il faut l'étouffer. Et je suis devenu parmi ces voix discordantes qui dérangent Idriss Déby à travers l'international. Parce que mes messages ont été peut-être un message incisif, des messages qui effectivement essaient de clarifier à l'opinion internationale ce qui est en train de se passer au Tchad. Et certainement, les agences de l'ONU qui sont au Tchad vérifient au fur et à mesure les informations qui sont postées dans mon blog, qui était effectivement un espace de liberté plurielle, où tout est dit. J'ai accepté que la liberté d'expression qui est étranglée au Tchad soit quand même permise à la toile, aux Tchadiens, qui puissent dire ce qu'ils pensent, ouvertement, et que franchement les gens connaissent ce qui se passe dans notre pays. Et c'est par rapport à ça que Déby s'est dit, mais écoutez, tant que ce type-là, il continue à nous harceler au plan international, on sera acculé par nos partenaires internationaux. La preuve est que le blog est censuré au niveau d'N'Djamena, au niveau des cyber-tchadiens. Des simples visiteurs de mon blog sont interpellés, sont arrêtés. On n'a pas de leurs nouvelles depuis une année, 2 ans. Les gens, seules les agences onusiennes qui sont au Tchad peuvent contourner en fait ce système de verrouillage mis par les autorités tchadiennes. Donc moi je comprends, tout le monde comprend effectivement que Makaïla est quelque part est devenu quand même à la fois un opposant à ce système-là, un dénonciateur, une voix critique contre le régime de Déby. Et comme vous savez, au Tchad, Déby, avec l'argent du pétrole tchadien, il a tout corrompu l'espace politique, l'opposition démocratique. Il a corrompu également certains responsables de la société civile qui sont tentés par le gain facile de regagner en fait son pouvoir. Donc moi je me suis dit, cette proposition ne nous arrange pas. Il faut que le Tchad qui a depuis 1960 à nos jours qui a vécu sous des régimes en fait autoritaires, des régimes d'exception, qu'il y ait une rupture et que ces classes-là passent par une position honnête, quoi. Il faut qu'on laisse tomber toute proposition liée à des intérêts personnels, liée à des intérêts individuels, pour que l'intérêt général soit quand même à la priorité de tous les Tchadiens, quoi, et que les droits les plus élémentaires de tous les Tchadiens soient connus et soient respectés. Apparemment, le régime de Déby veut gérer le Tchad sous un angle, sous une approche clanique, sous une approche familiale, et c'est inadmissible quand même. Au XXIe siècle, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous n'accepterons jamais toutes les propositions qui viennent d'un régime qui est délégitimé, hein, et le régime Déby est délégitimé totalement. Il n'a aucune légitimité populaire. Il s'est imposé contre la volonté de population tchadienne, il s'est imposé contre la volonté de la communauté internationale qui souhaite qu'il y ait alternance politique. Or, l'alternance politique n'est plus possible au Tchad tant que c'est monsieur au pouvoir. Voilà, c'est pourquoi ça qui explique un peu l'acharnement en fait à ma personne qui est très modeste. Si je vivais à Dakar, c'était grâce au soutien des frères qui sont dans la diaspora et qui nous soutiennent, qui appuient effectivement ce blog-là à travers leur soutien financier, de payer le loyer, de pouvoir payer on n'avait pas assez grand-chose, on n'avait pas de moyens pour lutter contre un régime aussi puissant que le régime de Déby. C'est aujourd'hui vraiment à quelque chose de malade et bon, cette tentative de tradition a montré à la face du monde qu'un régime aussi fort que celui de Déby persécute des opposants à l'étranger qui n'ont pratiquement pas de moyens pour lui faire face. Voilà, c'est en résumé. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Makaïla. Je
Je tiens à rappeler à l'auditoire que tout le monde a dénoncé l'extradition de Makaila, la presse internationale. Makaila a fait des interviews à BBC Afrique, RFI et aussi les grandes gueules en Guinée. Voilà, il est sur Jacques Roger. Jacques, maintenant je vais me tourner vers toi. Je ne sais pas si tu as des séries de questions pour Makaila. Jacques. Oui, merci beaucoup. Bonsoir donc, cher ami, cher confrère Makaila, bon courage. Alors, la question que je vais vous poser par rapport donc à la politique de Déby, ça fait donc des années et des années, pour ne pas dire bientôt des décennies qu'il a la tête donc du Tchad. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son bilan? Qu'est-ce qu'il fait réellement pour les Tchadiens? Pourquoi il a encore supporté selon vous? Écoutez, les bilans en 23 ans, vous savez, Déby est arrivé au pouvoir en chassant Hissène Habré. Il s'est imposé par des élections qui ont été truquées. Un bilan totalement négatif, plusieurs arrestations d'opposants, plusieurs tueries, plusieurs arrestations d'opposants, des responsables syndicalistes, des jeunesses qui ont été tuées, des figures de l'opposition démocratique, des cadres militaires très y compris très proches de son régime, ceux qui l'ont amené au pouvoir ont été tués, sans que les familles de ces personnes-là n'aient vraiment la chance à porter plainte, aussi bien au plan national qu'au plan international. Tout est complètement... Il dit aujourd'hui les facteurs bloquants d'une société tchadienne totalement verrouillée par sa volonté à lui seul. Et que sa longévité au pouvoir résulte tout simplement des moyens financiers du peuple, des ressources financières du pays qu'il utilisait pour effectivement mater tout ce qui se trouve sur l'axe de son pouvoir et qui dérangeait effectivement son pouvoir. Nous également, en fait, il y a des complicités extérieures, si vous pouvez me permettre de le dire. Il y a la complaisance, quelque part, de certains partenaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir et qui, effectivement, ferment les yeux sur ces violations de droits de l'homme, ferment les yeux sur le déficit démocratique, ferment les yeux sur la question des libertés et, effectivement, l'exercice d'un pouvoir quand même solitaire. Donc, nous trouvons ça dommage. Un bilan négatif, mais l'homme est là. L'homme est là et non seulement il est devenu puissant au niveau sous-régional, il est devenu au niveau sous-régional, je vais parler de l'Afrique centrale, il est devenu effectivement puissant au niveau quand même continental. Et donc là, ça commence à gêner quand même, gêner beaucoup de gens qui effectivement connaissent maintenant la langue se délie, maintenant à Conakry qui est beaucoup plus distant du Tchad, les gens commencent à découvrir qu'effectivement le monsieur est dangereux, qu'il persécute même des blogueurs, des journalistes à l'étranger. Donc vraiment, nous ne comprenons pas jusqu'à l'attitude de ces messieurs-là, qui effectivement a relevé Hissène Habré du pouvoir, mais le même reproche qu'il faisait à Hissène Habré, nous on pense qu'il fait plus que ce qu'il reprochait à Hissène Habré. Donc il est temps que les gens regardent du côté du Tchad ce qui est en train de se passer, quoi. Alors, vous avez parlé donc de violation des droits de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous donner au moins quelques exemples de violation des droits de l'homme? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons un dictateur à la tête du Tchad? Mais bien sûr. Vous savez, dès sa prise de pouvoir, Idriss Déby avait liquidé la communauté Hagara, qui était une composante régionale, sociologique au centre du Tchad. Il avait liquidé également les gens du Sud. Il a liquidé les Gourons, il a liquidé les Arabes, personne n'a été épargné. Et donc, il a arrêté plusieurs citoyens tchadiens, il a des responsables syndicaux, notamment M. Djibril Assali, qui était la figure emblématique du syndicalisme tchadien, il a été arrêté à Khartoum. Depuis lors, nous ne savons pas s'il est toujours à Khartoum ou bien s'il est transféré au Tchad. Nous avons essayé avec Amnesty International de mener des mobilisations pour localiser ou bien identifier où se trouve M. Djibril Assali, qui est connu en fait au plan national et international. Malheureusement, jusqu'à là, on n'a pas de ces nouvelles. Déby a tué le premier président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Maître Bédi, qui est très connu en 91. Il a tué effectivement Modou Abbas, Abbas Koti, Bichar Atidi et puis Bissou Momodou. D'autres personnalités politiques, civiles et militaires ont été tués. Laoukan Bordé, pour ce qui est du cadre militaire comme opposant, il a tué effectivement Youssou Tougouni, qui est effectivement le chef de la rébellion tchadienne au nord du Tchad. Donc des personnalités quand même, des personnalités de haut niveau ont été tuées. Donc
nous ne pouvons pas comprendre ce que cette théorie passe inaperçu aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Donc le bilan, il est quand même atroce. Le indicateur qui est là depuis 23 ans, 5, on parle effectivement, l'attention est portée sur Sénabri. Il faut que les gens disent qu'effectivement, si Sénabri a quelque part commis 40 000 victimes, aujourd'hui Déby en fait plus de 40 000 victimes, et 5, et franchement, les gens ne l'interpellent sur sa gestion désastreuse du Tchad, sur ces violations de droits de l'homme au Tchad. Donc nous ne pouvons pas admettre que la communauté internationale soit silencieuse devant toutes ces répressions qui se passent dans notre pays. Alors, vous avez parlé donc du Sénégal. Le Sénégal a toujours été un pays où les droits de l'homme sont respectés. Alors, comment vous expliquez le fait que M. Macky Sall, qui est arrivé, qui symbolisait un peu l'espoir, puisse aussi vous expulser un peu donc du Sénégal? Êtes-vous aujourd'hui amer face aux autorités sénégalaises? Bien sûr, moi j'étais même vous voyez, quand vous avez suivi un peu tout à l'heure, Telly évoquait la mobilisation de la presse au Sénégal, au plan international, et l'indignation populaire du peuple sénégalais, y compris des étrangers qui sont au Sénégal. Moi, je suis très amer contre la société sénégalaise qui, effectivement, je crois quand même à une certaine démocratie sénégalaise qui est devenue la vitrine en Afrique noire. Et que si Déby a pu user d'une influence forte ou bien exercer une pression sur Macky Sall qui est arrivé au pouvoir de façon démocratique, ça veut dire que les autres chefs d'État africains ne peuvent pas quand même, ne peuvent pas résister quand même à cette pression. Et donc moi je suis surpris. Moi je suis même surpris quand on m'a arrêté. Aussitôt on m'a arrêté mes deux téléphones portables. Aussitôt on m'a soumis à des interrogateurs policiers dignes des régimes d'exception. Je me suis senti devant des policiers tchadiens que des policiers sénégalais. Donc c'est pour vous dire que la menace devient une menace non seulement pour les Tchadiens, mais une menace pour la sous-région dans son ensemble. Et pour les chefs d'État africains, Macky Sall a cédé à une pression d'un dictateur. Et donc c'est inadmissible que Macky Sall qui soit élu, qui est l'émanation populaire du peuple sénégalais, cède à une pression d'un dictateur africain qui est dangereux pour la démocratie, qui est dangereux même pour le respect des droits de l'homme. Donc moi je n'arrive pas à comprendre, vraiment jusqu'à là je n'arrive pas à lire exactement ce qui est arrivé au Sénégal, qui est tétanisé, les sociétés sénégalaises ont été tétanisées par l'influence peut-être de Déby, quand ils avaient eu peur peut-être en voyant en fait l'armée tchadienne intervenir au Mali, apparemment la sous-région et dit écoutez, si jamais on tient tête à ces messieurs-là, il est capable de nous déstabiliser en soutenant notre opposition, ou bien en créant une opposition armée dans notre pays. Donc ils se sont dit, écoutez, il faut livrer ces batailles-là qui peut-être risqueraient de nous être un danger pour notre propre pays. Et donc moi je suis jusqu'à là surpris, j'arrive pas à comprendre. Mais heureusement, la population sénégalaise, la société civile sénégalaise, à travers le comité que vous avez vu, le Forum social sénégalais, la RADO, la Ligue sénégalaise de droits de l'homme, tous unanimes ont dénoncé en fait la collusion entre Macky Sall et Idriss Déby, et qu'aujourd'hui Macky Sall a reçu quand même une gifle par rapport même à l'image de son régime, par rapport même à la teranga sénégalaise qui accepterait d'accueillir sur son sol des personnes persécutées. Moi je fais partie de ces personnes persécutées au Tchad, et que le Sénégal devait quand même accorder protection et sécurité. Or, cette protection et sécurité ne m'ont pas été données par l'État du Sénégal, qui effectivement a subi cette pression de Déby. Donc franchement, il faut que les gens se ressaisissent, il faut que les gens vraiment comprennent qu'il y a des valeurs qu'il ne faut pas transgresser, notamment le respect des droits de l'homme, qui sont des valeurs sacrées à l'humanité et qui doivent être défendues n'importe où. Et que ces autres valeurs, c'est quand même l'hospitalité africaine. Et le Sénégal a été toujours réputé par sa teranga. Là, effectivement, la teranga est mise en doute, la teranga est effectivement mise en difficulté par l'influence d'un homme aussi dangereux comme Idriss Déby. Donc les gens doivent se ressaisir, et que les autorités sénégalaises qui m'entendent à travers votre radio se ressaisissent et qu'ils comprennent la gravité de la situation, qu'elles ont été quand même mise en difficulté par Idriss Déby, qui n'a aucune légitimité nationale et internationale, et qu'aujourd'hui, je remercie
de vive voix la solidarité exprimée à travers la société civile sénégalaise, la société civile guinéenne. La toile a réagi, l'international a réagi. Depuis une semaine, jamais une mobilisation n'a été aussi forte que ça de par le monde. Donc, sincèrement, je pense que les sociétés sénégalaises doivent revenir sur leur décision de m'expulser et de me présenter des excuses, parce que je mérite à ce que ces autorités me présentent des excuses et qu'il y ait une réconciliation entre moi et le Sénégal officiel, hein, parce que la population sénégalaise dans son ensemble. Aujourd'hui, je ne fais que recevoir des mails dans ma boîte email des gens de la société civile, partout, les anonymes, même y compris des étrangers. J'ai reçu d'appels de mes voisins originaires de la Guinée et qui sont à Dakar et qui ont vu en fait à travers la presse les photos et qui ces personnes sont indignées, m'ont appelé à Conakry pour m'exprimer leur solidarité. C'est pour vous dire qu'il y a une part d'injustice qui a été commise par le gouvernement sénégalais et que j'en appelle à ce gouvernement sénégalais de se ressaisir une fois de plus. Alors, vous parlez donc de protection et puis donc de sécurité. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en sécurité actuellement en Guinée? Est-ce que les autorités guinéennes ont manifesté quand même le désir certainement de vous apporter assistance? Et ensuite, comment vous vivez actuellement en Guinée? Vous savez, quand je suis dans l'avion le mardi, dans la nuit du mardi au mercredi, quand on m'expliquait, j'ai été à côté d'une maman qui a été émue. Je pleurais dans l'avion parce que je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. On me jetait à Conakry. Alors quand je pleurais, la maman a été émue. C'est une Guinéenne que je salue vraiment en fait l'attention qu'elle a portée à mon égard. Et c'est cette maman-là qui m'a accueilli chez elle. Après, il a fallu que c'est elle qui vienne avec moi, qui donne une adresse de chez elle pour que je puisse venir, que je puisse accéder quand même aux formalités d'atterrissage après à l'aéroport, ce qui m'a permis d'entrer à Conakry. Et aujourd'hui, aussitôt la presse internationale a relayé cette information. C'est comme ça ce qui a permis aux autorités guinéennes de comprendre, d'apprendre à travers l'international de la presse. Et je suis expulsé vers Conakry. Donc, j'ai été reçu par le ministre des Droits de l'Homme de la Guinée, qui a saisi M. Mokhtar Ba, qui a saisi Suleiman Diallo, de Reporters sans frontières. Mokhtar Ba, il est le correspondant des RFI, et qui ont effectivement alerté Aziz Diop et puis les Bari pour leur dire que si c'est possible de m'amener vers le ministre. Et c'est comme ça que le ministre m'a reçu dans son bureau le vendredi. Il m'a exprimé sa solidarité, son soutien. Mais néanmoins, il reste prudent par rapport à mon séjour, qu'il essaiera d'en parler au niveau officiel. Donc au niveau officiel, le Sénégal apparemment n'a même pas averti la Guinée et ils m'ont jeté ici comme ça. Donc je sais, la sécurité, la question sécuritaire est principale. Je ne peux pas prétendre encore de bénéficier d'une quelconque sécurité en Afrique dans son ensemble. C'est en Afrique où j'ai été arrêté et c'est en Afrique où on souhaiterait m'expulser vers mon pays d'origine, vers le Tchad, où ma vie était en danger. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être vraiment sûr que je pourrais encore bénéficier d'une quelconque sécurité, d'une quelconque protection en Afrique, avec tout le respect que j'ai pour les autorités de mon pays d'accueil. Donc, parce que plus je vais rester à Conakry, plus l'attention du Tchad ou bien la pression va se concentrer sur Conakry. Et donc, moi, je ne sais pas, pour éviter d'éventuels antécédents, pour éventer une troisième mésaventure à Conakry, je ne sais pas comment la suite des événements, mais j'en appelle quand même une fois de plus à l'attention de tous sur ma situation que j'ai vu, qui fait Human Rights Watch, Reporters sans frontières, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et toutes les organisations au plan national et international ont demandé, y compris au niveau de Conakry, ont demandé aux sociétés guinéennes de ne pas encore procéder à une troisième expulsion ou bien vers un autre pays. Donc si ces autorités guinéennes m'entendent, je pense qu'elles doivent quand même tenir compte des cris d'alarme exprimés et des cris de détresse exprimés par les ONG et puis que je me joins à ces cris d'alarme pour vraiment leur demander une fois de plus de ne pas céder peut-être à une pression qui pourra venir éventuellement d'Indéména. Donc franchement, l'essentiel que les gens essaient de m'aider à trouver un pays d'accueil qui pourra accepter de m'accueillir et que je puisse continuer à exercer mon métier de journaliste et d'animer mon blog pour donner l'information qui est sacrée
aussi bien au peuple tchadien et à la diaspora tchadienne et aux autres peuples du monde, quoi. Pour que la cause du peuple tchadien soit toujours entendue et défendue au plan international. Alors, la toute dernière question, on va aller du côté donc, de Teddy. Hein. Oui. Vous êtes, je suppose, un peu au régime donc, de M. Hissène Habré. Hein. Alors, comment les opposants sont organisés? Est-ce que c'est pratiquement un peu la même cacophonie qu'on voit, on assiste un peu en Afrique? Comment les oppositions sont organisées pour arracher le pouvoir dans la main donc, de M. Idriss Déby? Mais malheureusement, au Tchad, l'opposition elle est divisée, comme vous l'avez dit, à l'image de plusieurs pays africains. L'opposition reste divisée, mais dès lors qu'aujourd'hui, si l'opposition est divisée, on ne pourra pas relever les défis du changement politique. Moi, j'en appelle à travers votre radio à l'unité de tous les opposants tchadiens, y compris, et que tout le monde n'est pas censé être président de la République. Seule une personne peut être président de la République. Et donc, si pour combattre un régime aussi coriace comme celui de Déby, j'en appelle à l'unité de tous, parce que franchement, nous battons de façon en fait séparée, de façon individuelle. Or, face à un régime comme celui de Déby, il faut quand même que les gens il faut qu'il y ait une convergence des forces. Et cette convergence des forces pourra peut-être donner une crédibilité à l'opposition tchadienne, qui est aussi bien de l'intérieur et de l'extérieur. Comme ça, on pourra peut-être faire peser de tout notre poids pour que franchement le régime craque. Mais si on reste à mener des combats individuels, je pense que Déby a encore sa légitimité au pouvoir. Donc, pour mettre terme à ce régime qui a duré 23 ans, il faut que les gens se concertent. Il faut que les gens, en fait, décident de faire un front commun, un front unique contre Déby, et qui pourra aboutir quand même à un changement et puis libérer le peuple tchadien qui, effectivement, attend ces changements. Les Tchadiens sont aujourd'hui au bout du rouleau. J'ai reçu plusieurs mails par Facebook des filles, des filles, des femmes, des grandes personnes qui disent nous sommes asphyxiés complètement ici dans ces pays. Il y a que la diaspora qui puisse quand même faire plaisir les choses. Donc la diaspora tchadienne au Canada, aux États-Unis, en France et à travers le monde doivent vraiment saisir les pays où ils se trouvent pour que franchement, à travers ces pays où ils se trouvent, il y ait une pression sur N'Djamena, qu'il y ait une pression sur le Tchad, que la question tchadienne soit connue de tous. Sans cela, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que là, ça devient trop, on est persécuté à l'étranger, les gens qui sont à l'intérieur sont complètement étouffés. Seule une mobilisation aussi bien citoyenne que populaire au plan international pourra faire changer la donne sur le Tchad. Sans cela, je pense que les jours à venir vont être très sombres, très coriaces pour le peuple tchadien. Alors, peut-être que vous ne voulez pas critiquer un peu le régime, donc pour le moment la Guinée, mais selon donc la presse que nous avons lue depuis mardi, il semblerait que vous ne serez pas du tout en sécurité donc en Guinée. Est-ce que là vous pouvez le confirmer ou bien pour le moment les choses commencent tellement à s'améliorer un tout petit peu? Mais les choses je ne pourrais pas dire. Les choses ne pourront pas s'améliorer parce que vous savez les intérêts, il n'y a pas d'intérêt entre un individu et l'État. Mais les États ont toujours leurs intérêts. Donc moi je crains fortement que la question de ma sécurité reste d'actualité. Donc, je ne peux pas prétendre bénéficier d'une protection et d'une sécurité ici à Conakry. Donc, de peur qu'il y ait encore un antécédent. Vous savez, Déby, il a quand même vraiment son propre réseau. On ne sait jamais, vraiment, on est stressé, là, on est paniqué. Moi, je panique, mes amis paniquent. Beaucoup de gens sont inquiets sur mon sort ici en Guinée. Donc, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va advenir dans les jours à venir. Donc, encore une fois, de plus... Makela, est-ce que tu peux nous parler, Makela, de la police politique d'Idriss Déby, la police politique parlant de sécurité, cette police politique qu'Idriss Déby a, qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est l'ANF, c'est l'Agence nationale pour la sécurité. Vous savez, c'est cette agence nationale qui a déporté du Congo plusieurs opposants, qui a déporté du Soudan plusieurs opposants, y compris en France, ils ont réussi à tuer des opposants tchadiens. Donc nous, on est inquiets. On est inquiets que ces gens-là puissent vraiment infiltrer discrètement la Guinée et que chercher à localiser où ce que je me trouve. Donc sincèrement, nous sommes dans une situation telle qu'aujourd'hui, la pression est en train de s'accroître sur Conakry et que le plus urgemment, il faut que je puisse trouver un pays qui puisse m'accepter le plus rapidement possible. Plus je reste ici, plus la tension va monter entre N'Djamena et Conakry. Et Dieu sait qu'est-ce qui va advenir dans les jours à venir. Donc sincèrement,
on n'est pas vraiment à l'abri de paix, on n'est pas à l'abri de sécurité là où on se trouve actuellement. Alors, Monsieur Telly, nous allons prendre peut-être 2 réactions des auditeurs et puis certainement conclure avec notre invité. Hein. Alors, je vais aller donc du côté de quelqu'un qui nous appelle avec le 832, hein, le cas de Messi 02, je crois, 99. Vous êtes en ligne. Oui, je suis en ligne. Oui, votre nom, présentez-vous. Hein. Oui, c'est Amdallah Djibril depuis Houston, au Texas. Ah, Amdallah, voilà. Est-ce que vous avez une question pour notre invité? Non, je suis l'actualité et je déplore ce qui est arrivé à Makaïla parce que nous tous, on avait eu tellement peur pour lui parce que connaissant le régime d'Njamena avec ce qu'ils ont fait aux opposants, si vous vous rappelez, en 2008, le chef de l'opposition, Ibn Omar Mamad Saleh, après l'attaque des rebelles, il a été arrêté jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'il en est. Pour nous, Tchadiens, nous savons qu'il a été liquidé par Idriss Déby, comme il en a l'habitude de le faire par le passé, avec Bichar Addi. Alhamdulillah, vous aussi, votre père est arrêté, non, par le régime de Déby, c'est ça? Votre papa, il est arrêté aussi, non? Oui, mon papa, il se trouvait, il est en exil au Soudan, et puis depuis 2 ans, nous n'avons pas de ses nouvelles. Il a été, on est venu le chercher chez lui par le service secret soudanais. Et je ne serais pas surpris que le Tchad soit derrière tout cela. Et nous sommes en train de nous battre pour que qu'on nous dise où il est. Et puis avec Amnesty International, Human Rights Watch et puis la presse internationale. Et nous nous battons pour cela. Depuis 2 ans, vous n'avez pas les nouvelles de votre papa, depuis 2 ans? Depuis 2 ans, oui. En août, ça sera 2 ans, c'était le 18 août 2011. Et il occupait quelle fonction au Tchad, votre papa? Il était le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et il a toujours eu à défendre les fonctionnaires. Il a été victime, il travaillait à la Société tchadienne d'assurance comme cadre et puis sur décision du président Déby, il a été limogé sans droit, sans rien et puis pour cause de grève. Et depuis, il s'est consacré entièrement à l'activité syndicale. Et le régime a tout fait pour le tourner, mais bon, c'était quelqu'un de direct, quelqu'un de droit, et il a toujours refusé de se faire acheter. Et en 2008, lorsqu'il y a eu l'attaque des rebelles et que au lendemain de cette attaque, après l'échec de cette attaque, il y a eu des opposants qu'on a arrêtés. Ibn Omar Mamad Saleh, dont je parlais tout à l'heure et dont on est sans nouvelles jusqu'aujourd'hui. Il y avait eu Kebzabo qu'on avait loupé de peu. Il y avait eu Ngarledi Yorongar qui a été libéré par la suite avec Lolma Machoua. Et mon papa également, on était allé le chercher au bureau. Ils l'ont loupé et ils étaient à la maison. Ils ne l'ont pas eu et il a profité de cet instant pour s'exiler. Et depuis 2009, il se trouvait entre la France et puis Genève en Suisse. Et ensuite, il a rejoint le Soudan et puis c'était là-bas que le service soudanais nous a enlevé. Nous n'avons pas de son corps jusqu'aujourd'hui. Connaissant aussi le régime tchadien, il profite toujours, comme en 2008 avec l'attaque rebelle. Au lendemain de cela, Déby a commencé par arrêter tout le monde et à faire taire l'opposition, la presse privée et tout. Et aujourd'hui, maintenant, soit pour ce simulacre de coup d'État, il profite également pour essayer d'arrêter tous ceux qui, de près ou de loin, essayent de gêner son pouvoir. Parce que Déby, le régime, il sait très bien qu'il a commis beaucoup de crimes et puis que d'un jour à l'autre, si jamais il tombe, il sera poursuivi. Et donc, le désir de Déby, c'est de mourir au pouvoir et pour échapper à toutes ces sanctions. Et ce qui est déplorable, c'est de voir la communauté internationale et les pays africains jeter des fleurs à Déby comme si c'était quelqu'un propre. Et puis, on sera surpris si demain il perd le pouvoir et tout le monde va commencer par changer de veste et dire que oui, c'est en ce moment qu'on va commencer par regarder de près toutes les violations des droits de l'homme qui se sont passées et qui se passent actuellement au Tchad.
y compris le népotisme et puis le détournement des deniers publics. Parce que malheureusement, la situation du Tchad, elle n'est pas dans la presse internationale. En dehors du Tchad, beaucoup de gens ne savent pas réellement ce qui se passe là-bas. Mais la situation, elle est pénible. Et tous les jours que Dieu fait, quand on appelle au pays, les parents nous rendent compte de la situation qui est difficile. Vous vous rendez compte que depuis 23 ans que Déby est au pouvoir, les Tchadiens n'arrivent même pas à avoir une seule journée d'électricité. Tous les jours, les coupures d'électricité, il n'y a pas d'eau. Dans un pays producteur de pétrole, les gens sont obligés de se réveiller au petit matin pour cueillir des gouttes d'eau de fontaine. C'est vraiment déplorable. Quant au népotisme, si vous essayez, ne serait-ce que de voir le cabinet d'Idriss Déby, vous avez pas moins de 10 membres de sa famille qui l'entourent. Il peut bien s'entourer de sa famille, mais qu'il mette au moins des gens compétents. Je peux vous donner comme exemple, dans son cabinet civil, le directeur adjoint, c'est son fils, Zakaria Idriss Déby. Il y a le projet présidentiel, il a créé, il appelle ça projet présidentiel pour financer tous les investissements. Il a mis un autre de ses fils dans sa Idriss Déby. Vous avez le chef d'état-major de sa garde, c'est un autre de ses fils, Adam Idriss Déby. Vous avez le fournisseur de la présidence, c'est sa fille, Amira Idriss Déby. Vous avez sa secrétaire particulière qui est sa femme, Hinda Déby Itno. Vous avez le trésorier payeur général qui est Mamadeleine Gourma qui a épousé sa fille. Et sans compter la cimenterie du Tchad où il a mis également son neveu, Mamad Timan Déby. Vous avez les forces tchadiennes qu'on a envoyées au Mali où il a aussi mis son fils, Mamad Idriss Déby Itno, à peine 25 ans, il est général. Donc, c'est dire que le népotisme, il est vraiment général. Et les opposants n'ont pas des moyens de leur politique. Pour peu que vous vous opposez à Idriss Déby ou bien pour peu que vous avez une idée divergente, donc même si vous êtes dans le privé, on vous mène la vie dure et puis on vous fait chasser de votre boulot et on fait vivre de toutes les couleurs à votre famille. Et c'est vraiment déplorable. On aurait pensé que quand le pétrole était sorti, qu'au moins ça allait permettre au pays de vraiment se lancer. Malheureusement, c'est du gaspillage qu'on constate. Tous les marchés publics, on les octroie par copinage. Et puis, il y a les commissions et les rétro-commissions qui se distribuent. Pendant que la majorité des Tchadiens broient le noir, vous avez le régime où les gens font des milliards et c'est vraiment déplorable. Ça fait mal pour le pays et quant à l'avenir même du Tchad, parce que vu la situation d'endettement du pays aujourd'hui, on en a vraiment froid aux yeux quant à l'avenir du Tchad. Et je profite aussi de cette occasion pour demander aux compatriotes tchadiens, d'où qu'on soit, et qu'on oublie un peu nos différences et puis penser, peut-être que pour nous, notre génération, peut-être que c'est déjà gâché, mais qu'on pense beaucoup plus à nos enfants. Quel Tchad de demain est-ce que nous voulons que nos enfants puissent y vivre? Est-ce que ça serait un Tchad où simplement parce que vous portez le nom Déby Itno, cela vous ouvre droit à un poste de responsabilité, ou bien un Tchad où tous les Tchadiens sont égaux et par rapport à votre compétence, vous pouvez accéder à tous les niveaux possibles. Et donc, il faut qu'on essaie vraiment de s'unir, qu'on n'attende pas qu'un malheur vienne frapper les Tchadiens avant qu'on puisse se réveiller et dire que non, on doit lutter. Non, il faut qu'on en fasse parce que ce qui s'est passé avec le printemps arabe et puis ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, malgré les massacres, les gens sont mobilisés et savent qu'ils ont raison et ils défendent leurs droits. Et nous, Tchadiens aussi, on doit se réveiller, sortir de notre torpeur et puis essayer de penser plus à l'avenir. Qu'on soit unis et qu'on essaye d'user tous les moyens possibles pour essayer de donner l'image réelle de ce qui se passe actuellement au Tchad. Parce que
Déby et son régime utilisent tous les moyens qu'ils ont pour essayer de peindre une image telle que le Tchad il est parfait, voilà, il y a des investissements, mais toutes ces opérations, c'est des éléphants blancs qui sont là pour juste tromper. Hamdallah, reste à l'écoute, comme ça tu es là, on va débattre plus tard, on va essayer de libérer Makaila comme il se fait tard en Guinée. On va voir si tu as des questions pour Makaila ou Mohamed, s'ils ont des questions pour Makaila. Est-ce que tu as une question pour lui? Non, je crois qu'il a tout dit et puis il a répondu quand même à presque toutes les questions que j'avais prévues. Et vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, Mohamed. Ouais. Il a répondu à toutes les questions et puis aussi Jiddo Djibril, Hamdallah viennent aussi d'ajouter certains détails que beaucoup de gens ne connaissent pas. Les gens en Afrique voient Déby comme un héros, il est allé libérer le Mali, mais beaucoup de gens ignorent ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, je ne vais pas encore revenir sur les détails qui ont déjà été cités. Et puis, comme je joins aussi Hamdallah, j'invite tous les Tchadiens à s'unir pour faire face à ce mal, pour pouvoir libérer le pays et penser à l'avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci. La toute dernière question, on va aller du côté de Chicago avec Alseni. Allez-y pour votre dernière question et puis nous allons certainement boucler avec notre invité et puis engager un petit débat ici. Alseni, allez-y rapidement pour une question. Merci à Kelly, mais à notre pays, vraiment, nous restons solidaires avec lui. Vraiment, c'est dommage. Je n'ai pas particulièrement une question, mais je voudrais demander à ce que nous, Guinéens, parce que nous connaissons la situation sociopolitique de la Guinée, d'être extradé du Sénégal, venir en Guinée, je crois que vraiment la journée de ce journaliste reste longue. Et je crois que nous, Guinéens, là, épris de paix et de justice, nous devons venir en aide de ce journaliste qui se bat pour la liberté d'opinion, de presse au Tchad. C'est ce que j'ai à dire parce que tout démocrate aujourd'hui est frappé quand il entend cela. Être extradé du Tchad via Sénégal en Guinée où la situation sociopolitique est précaire, je crois que le moment est là pour que les Guinéens se mobilisent à travers vous, les médias, là, pour venir spécifiquement en aide de ce journaliste. Donc, ce que j'avais à dire, et mon cœur va droit à lui et à sa famille. Merci, Jacques Roger et à Kelly. Merci beaucoup. Donc, Alseni, donc, le fédéral donc, du parti politique UFDG donc, à Chicago. Alors, Monsieur Telly, allez-y pour la conclusion avec notre invité. Ouais. Allô. Oui, Monsieur Diallo Telly, est-ce que vous entendez Diallo? Allô. Oui, allô. Alors, je pense que nous avons perdu donc Monsieur Telly. Alors, donc Makaila, puisque vous êtes en ligne, votre mot de fin et puis votre mot d'espoir. You have $11.67 remaining in your account. Please next. Alors, Monsieur Telly, est-ce que vous entendez ou bien Makaila, vous entendez? Bon, je pense que nous l'avons momentanément perdu. Voilà. Alors, bon voilà, nous allons directement aller donc à la conclusion de notre émission avec notre frère Monsieur Hamdallah qui est donc lui, avec lui nous allons conclure. Il nous a pratiquement peint donc la situation sociopolitique un peu au Tchad qui n'a rien. C'est pratiquement la même chose que nous vivons, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. C'est pratiquement tous ces mêmes dictateurs qui est devenu, c'est devenu un petit club
de petits truands, permettez-moi l'expression, hein, ils arrivent à la tête de nos pays automatiquement et ils utilisent cela comme un peu leur plantation. Alors, Amdallah, on vous allez certainement avoir votre mot de fin, un mot d'espoir, certainement la diaspora tchadienne, africaine qui vous écoute en ce moment. Hein. Oui, il ne faut jamais perdre espoir parce que notre continent réserve beaucoup de richesses. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce que l'Afrique, avec nos ressources, les diverses ressources et puis les gens travailleurs, qu'on n'arrive pas à changer notre beau continent. Et tout cela, c'est parce que à la tête de nos pays, on a des gens qui sont aigris, des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui pensent seulement à eux, à leur propre famille. Et qu'il est temps pour nous tous Africains de nous réveiller et puis de nous battre pour notre continent et d'oublier un peu nos différences et puis nous dire également que si dans les autres continents les gens ont réussi à développer leur pays, c'est pas parce que c'est venu du ciel. Le développement doit commencer par nous-mêmes et la prise de conscience. Donc essayons d'oublier un peu nos différends et puis nous mettre au travail. Et quand quelque chose ne va pas, même si c'est ton père, quand il agit mal, il faut qu'on ait le courage de lui dire que voilà ce qu'il fait mal. Non pas parce que on est de la famille présidentielle ou on a un parent qui est au pouvoir et on essaie de fermer les yeux sur les abus du pouvoir. Donc j'ai bien l'espoir pour l'Afrique et je suis optimiste. Voilà, vous êtes optimiste. Monsieur Telly, est-ce que vous êtes là? Alors, Diallo Telly, est-ce que vous entendez là? Alors voilà, donc je pense que ça sera certainement un peu le mot de fin, le mot d'espoir. Vous l'avez écouté, monsieur Amdallah, il est très optimiste pour l'Afrique. Bon, voilà, j'espère que tous les Africains seront aussi optimistes comme vous. Merci et donc à très bientôt. Hein. Donc au revoir, cher ami. Au revoir, merci. Voilà, alors nous allons aller donc très rapidement. Je crois que nous avons deux communiqués. Hein. Alors on va aller très rapidement.